Bonjour à tous les étudiants qui suivent le module d'électromagnétisme. Aujourd'hui, on va attaquer la partie 2 du chapitre ondes électromagnétiques. Donc, dans la première partie de ce chapitre, j'ai établi l'équation de propagation de l'onde. Ensuite, on a déterminé la solution de cette équation. On a donné une interprétation à ces solutions. Et aujourd'hui, on va donner une forme à ces solutions. On va traiter le cas particulier des ondes planes. On va introduire une nouvelle notation qu'on appelle notation complexe qui va nous permettre de déduire la structure de l'onde plane. Bien, donc dans cette partie 2, il y aura deux objectifs essentiels. Le premier, d'établir la structure de l'onde plane progressive, dans le cas d'une onde plane. Et le deuxième, comprendre la notation complexe et bien sûr, déduire la structure de l'onde plane en utilisant la notation complexe. Il faut savoir que la production des ondes électromagnétiques par une antenne, par exemple, un dipôle oscillant, au voisinage de la source, les ondes sont des ondes sphériques. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, le rayon de la sphère devient très grand. Et ici, par exemple, vous avez un récepteur qui peut être, imaginons, un téléphone portable. Et vous voyez bien que au voisinage du téléphone portable, la sphère peut apparaître comme un plan. Donc cette hypothèse d'onde plane est justifiée par le fait que, loin des sources, les ondes sphériques se comportent comme des ondes planes. Bien, qu'est-ce qu'on appelle une onde plane? Donc ça, c'est l'équation de propagation qu'on a établie dans la première partie de ce cours. Eh bien, quand est-ce qu'une onde est dite plane? Si, à tout instant, l'état de cette onde est invariant dans tout plan perpendiculaire à une direction fixe, définie par un vecteur constant U qui est la direction de propagation. Et tout plan orthogonal à ce vecteur, c'est ce qu'on appelle un plan d'onde. On va donner deux exemples. Prenons une onde qui se propage suivant l'axe OZ. Si l'onde ne dépend que de Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit le point, tout point de ce plan, tous les points de ce plan, ils sont à la même distance Z du point O. Ça veut dire quel que soit le point M qui appartient à ce plan, le champ il est le même. Et c'est pourquoi on appelle ces ondes planes. Le champ est à la même valeur dans tout plan perpendiculaire à la direction de propagation. Et ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le plan d'onde. Là, si l'onde se propage suivant à l'axe Z, mais ça peut être le cas suivant une direction U quelconque. Donc là, c'est un plan qui est perpendiculaire à cette direction de propagation U. Et voyez là aussi, quel que soit le point de ce plan, le champ ne dépendra que de la distance entre O et le point A. Donc si le champ ne dépend que de R, qui est la distance entre O et le point A, ça veut dire que tous les points de ce plan possèdent le même champ électrique. Et dans ce cas-là, on parle d'onde plane. Donc, si le champ ne dépend que d'une seule variable, l'onde est dite plane. Bien, donc on a défini l'onde plane. On va maintenant parler des propriétés de la structure de cette onde plane. Bien, prenons une onde qui se propage suivant l'axe des X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ ne dépend que de X et de T. Donc, par exemple, E de X moins C fois T, et le champ magnétique, là aussi, dépend de X moins C fois T. Donc là, c'est ce qu'on a fait dans la première partie. On a montré que la solution d'onde, elle est toujours de la forme U moins C fois T, ou bien U plus C fois T. Bon, on a interprété la notion de ces ondes, plus ou moins, ça veut dire juste une onde qui se propage vers les X positifs, l'autre qui se propage vers les X négatifs. Donc on va prendre une onde progressive dans la direction des X positifs. Donc EX c'est la direction de propagation, on va poser U égale à CX moins C fois T. Donc la dérivée de E par rapport à X, c'est quoi? C'est la dérivée de E par rapport à U multipliée par la dérivée de U par rapport à X qui est 1. Donc dérivée par rapport à X c'est la même chose que dérivée par rapport à U. Par rapport à Y, Z c'est 0 parce que le champ ne dépend ni de Y ni de Z. Et par rapport au temps, c'est la dérivée de E par rapport à U, ensuite la dérivée de U par rapport à T. Or, vous voyez que la dérivée de U par rapport au temps, ici, c'est moins C. Donc, vous remarquez en utilisant cette relation et celle-là, que dérivé par rapport à X, c'est la même chose que moins 1 sur C dérivé par rapport au temps. Vous voyez, c'est D de E sur D de U, D de E sur D de U.
Donc d sur dx est égal à moins 1 sur c d sur d de t. Autrement dit, dans les équations de Maxwell, chaque fois que j'ai l'opérateur gradient qui est d sur dx suivant ex, je peux le remplacer par moins 1 sur c d sur dt suivant ex. Et avec ça, on va essayer de déterminer l'objectif de ce qu'on cherche, c'est la structure de l'onde plane. Qu'est-ce qu'on entend par structure? Pendant que l'onde se propage, quelle est la direction de E, de B par rapport à la direction de propagation et quelle est la direction de E par rapport à B? Eh bien, tout est basé sur les fameuses équations de Maxwell, que je rappelle, dans le vide, divergence de E égale à 0, divergence de B égale à 0, relation d'induction rotationnelle de E, c'est moins d de B sur d de t, et le théorème d'Ampère généralisé, rotationnel de B, c'est 1 sur μ0 epsilon 0 d carré, rotationnel de B, pardon, est égal à μ0 j plus epsilon 0 fois μ0 d de E sur d de t. Bien sûr, on se place dans le vide où il n'y a pas de charge, donc ρ égale à 0, j égale à 0. Donc voilà les 4 équations de Maxwell. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remplacer chaque fois que j'ai l'opérateur gradient par moins 1 sur c d sur d de t. Donc voilà, je remplace gradient par moins 1 sur c d sur d de t suivant ex, scalaire E. Même chose par rapport à B. Je remplace gradient par sa valeur vectorielle d de E sur d de t. Donc d sur d de t, ex il est fixe, donc il va agir sur le champ électrique. Et la même chose ici, gradient par d sur d de t suivant ex. Mais comme ex est un vecteur constant, donc la dérivée va agir sur b. Bien, maintenant, on va passer à l'intégration. Bon, bien sûr, moins 1 sur c va disparaître. Donc là, ça va être d sur dt de cette quantité égale à 0. Ça veut dire que cette quantité, c'est une constante. Or, une constante, c'est toujours solution des équations de Maxwell. Vous voyez que E, ajouter une constante ou retrancher une constante, E reste toujours solution de l'équation de Maxwell. Donc, chaque fois qu'on a une constante, on va la prendre égale à 0. Donc, Ex scalaire E égale à 0. Même chose ici, l'intégration Ex scalaire B, c'est une constante, et on va prendre cette constante égale à 0. Ici, on intègre, vous allez avoir Ex, en simplifiant, Ex, le moins avec le moins disparaît, donc fois E sur C est égal à B. Et celle-là, c'est Ex fois B, vectoriel B, pardon, est égal, en simplifiant par un C, moins E sur C. Eh bien, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que Ex, bon, que j'appelle pour le moment K, c'est un vecteur qui est dirigé suivant X, on va l'introduire dans la suite, ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement que X est perpendiculaire à E, Ex est perpendiculaire à B, que Ex vectoriel E, c'est B, et Ex vectoriel B, c'est moins E. Ça veut dire Ex, E et B forment ce qu'on appelle un trièdre direct. Et ça résume la structure de l'onde. Puisque Ex est la direction de propagation, donc vous avez E est perpendiculaire à la direction de propagation, B est perpendiculaire à la direction de propagation, et le trièdre EX, direction de propagation, champ électrique, champ magnétique, c'est un trièdre direct. Bien. Maintenant, on va donner une forme explicite à cette onde plane. Et on va parler de ce qu'on appelle onde plane progressive monochromatique ou bien OPPM. Qu'on appelle aussi OPPH, onde plane progressive harmonique, ou bien OPPS, onde plane progressive sinusoïdale. Toutes ces trois appellations indiquent la même chose. Donc pourquoi d'abord l'intérêt d'étudier les ondes planes monochromatiques? Eh bien, deux choses. Premièrement, les équations de Maxwell sont linéaires. Ça signifie si vous avez E1 est solution, E2 est solution, toute combinaison linéaire est solution. Deuxième point, tout signal peut se décomposer en somme de sinusoïdes. Donc, on va se contenter d'étudier une composante. Du moment que n'importe quel signal, je peux le décomposer en une somme de sinusoïdes. Si je sais comment se comporte une seule sinusoïde, je peux déduire comment se comporte le signal en entier. Bien, donc on va prendre une onde plane qui se propage suivant une direction EU quelconque. D'après la première partie, on sait que l'onde va être automatiquement, obligatoirement sous la forme, ou bien va dépendre de U moins C fois T, ou bien, si je factorise par moins C, il va dépendre de T moins U sur C.
Donc, quelle que soit la solution, la forme de la solution, il faut absolument qu'elle soit sous la forme U moins C fois T ou bien T moins U sur C. L'onde est dite monochromatique si la fonction ou bien champ électrique est une fonction en cosinus ou bien sinus. Donc, on va se donner une forme explicite, c'est cosinus, quelque chose, une constante fois T moins U sur C. L'essentiel, que le variable T et U sont reliés par cette relation-là, T moins U sur C. Bon, on va introduire oméga et cette constante oméga et cette écriture, on peut l'écrire aussi sous la forme oméga T moins oméga U sur C. On peut réécrire encore oméga T moins oméga U, c'est quoi? C'est le produit scalaire de la direction de propagation scalaire R, R un point quelconque de l'espace. Et là, je vais introduire mon fameux vecteur K, qui va être très utile dans ce cours. C'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde, et par définition, c'est oméga sur C, suivant la direction de propagation. Donc, c'est un vecteur qui est dirigé dans la direction de propagation, et qui a pour module, mais uniquement dans le vide, faire très attention, oméga sur C. Dans un milieu matériel, il va avoir une autre forme, oméga sur, on va voir la forme quand on va étudier la propagation des ondes dans un milieu généralisé. Donc là, oméga sur C, suivant la direction de propagation, c'est la définition des vecteurs d'onde dans le vide. Et donc, la forme générale d'une OPPM, ça sera oméga T moins K scalaire R. Ce vecteur-là, on va l'appeler K scalaire R. Et toujours comprendre que la direction de K, c'est la direction de propagation. Donc, une OPPM, onde plane progressive monochromatique, voilà sa forme générale. Vous connaissez bien sûr, O0, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de l'onde. Oméga T moins K scalaire R, c'est la phase. Donc, on va prendre un cas concret, par exemple, une onde qui se propage suivant EZ. Donc, le vecteur d'onde, ça sera K scalaire EZ, et K scalaire R, ça va être tout simplement égal à Z. Donc, une OPPM qui se propage suivant l'axe Z va être sous la forme O0 cosinus oméga T moins KZ. On va essayer de déterminer deux propriétés importantes de cette onde, c'est ce qu'on appelle la période spatiale et la période temporelle. Vous savez bien sûr qu'oméga T, c'est une fonction périodique de période T, et cosinus de K fois X, ou bien K fois Z, c'est une fonction périodique aussi de période spatiale lambda. On va déterminer une relation entre ces deux périodes, puisque T c'est une période, donc cosinus oméga T est égal à cosinus oméga T plus grand T, puisque lambda c'est une période spatiale, cosinus de Kz est égal à cosinus de Kz plus lambda. Donc on va refaire apparaître oméga T moins Kz plus oméga grand T moins K lambda. Donc ce terme est égal à celui-là, si et seulement si oméga T est égal à K lambda. Et donc on retrouve une relation entre lambda, celle que vous connaissez déjà dans les ondes en terminale. Donc lambda est égal à C fois T. D'accord? Donc vous voyez bien que la vitesse de propagation de l'onde dans le vide, c'est C, qui est égal à lambda sur T, période spatiale sur période temporelle. Donc lambda, vous avez plusieurs. Donc lambda, c'est oméga T sur K, ou bien C fois T. Bien. Donc voilà, on a déterminé la forme de l'onde plane progressive monochromatique. On a déterminé deux des propriétés de ces ondes, de cette onde-là, ce qui est la période spatiale et la période temporelle. Maintenant, donc voilà, je répète, K et oméga sur C, c'est ce qu'on va appeler la relation de dispersion. Oméga sur C, c'est valable uniquement dans le vide. Je le répète encore une fois. Bien, maintenant on va établir ou bien va introduire cette notation complexe. Et vous allez voir, dans tous les problèmes des ondes électromagnétiques, on aura toujours besoin, et souvent la solution est faite en utilisant ces notations complexes. Pourquoi ils sont introduits? Ces notations, tout simplement parce qu'ils simplifient énormément les calculs. Qu'est-ce que c'est qu'une notation complexe? Bon, vous l'avez déjà fait dans le courant alternatif, ça a été introduit aussi dans pas mal de domaines en physique. Eh bien, la notation complexe se résume de la manière suivante. À chaque fonction sinusoïdale, O0 cosinus oméga t moins kz, on va lui associer un nombre complexe qui est O0 exponentiel I kz moins oméga t, ou bien J, des fois on le note J, mais c'est la même chose, c'est le nombre complexe tel que I carré égale à moins 1.
Et c'est quoi la relation entre le champ électrique et le nombre complexe? Le réel de ce nombre complexe est égal au champ électrique au 0 cosinus oméga t moins kz. Vous voyez bien que kz moins oméga t ou bien oméga t moins kz, c'est la même chose, parce que exponentielle iθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Donc la partie réelle de exponentielle iθ ou bien exponentielle moins iθ, c'est toujours cosinus θ. Donc des fois vous trouvez ici avec un signe plus, des fois vous trouvez avec un signe moins, c'est la même chose parce qu'ils ont la même partie réelle. Mais une fois que vous avez fixé ce que vous avez ici, les d sur dt gradient peut dépendre de la notation que vous avez utilisée. Par exemple ici, si je dérive par rapport au temps ce nombre exponent ou bien ce complexe, vous voyez bien la dérivée de exponentielle moins i oméga t, c'est moins i oméga fois E0 exponentielle, c'est-à-dire moins i oméga fois E. Si je calcule le gradient de vecteur ou bien de la quantité scalaire E0 cosinus oméga t moins kz, c'est bien sûr le gradient c'est d sur d de z. Donc là, suivant z, donc là, je l'ai corrigé. Donc, gradient de E, c'est d sur d de z, parce que la dérivée par rapport à x par rapport à y, c'est 0, suivant z. Et dérivée E par rapport à z, ça vous donne, bon, j'utilise la notation complexe, c'est plus simple, ça vous donne i fois k, multiplié par O0 exponentielle i fois k, de toute façon, fois E. D'accord? Et E suivant z, c'est le vecteur, donc voilà, c'est ik. Donc, ik. Donc, le ik suivant z, c'est le vecteur k. Donc, k suivant z, c'est le vecteur k. Et donc, vous avez gradient de E est égal à i vecteur k fois E. Ça veut dire que chaque fois que j'ai l'opérateur gradient, je peux le remplacer par i fois k. Donc, ça, c'est très, très important. Chaque fois que vous avez un champ en notation complexe, il suffit de déduire ce que c'est que d sur dt, ce que c'est que le vecteur nabla. Après, vous savez que toutes les équations de Maxwell, ils font apparaître des dérivées par rapport à temps et des opérateurs gradients ou bien laplaciens. Donc voilà les équations de Maxwell en fonction de gradient. Divergence de E égale à 0, divergence de B égale à 0, rotationnel de E c'est moins d de B sur d de t, rotationnel de B1 sur c carré d de E sur d de t. Je vais remplacer le gradient par ik, en simplifiant par i, la même chose ici, ik. Là, c'est ik vectoriel E, d sur dt par moins i oméga, et ik vectoriel B, 1 sur c carré, d sur dt par i moins i oméga. Et vous voyez tout de suite que cette première relation nous dit que k est perpendiculaire à E. Cette deuxième équation, je déduis que k est perpendiculaire à B. Troisième équation, en simplifiant par i, que k vectoriel E est égal à oméga B. Et là, en simplifiant par i, k vectoriel b égale à moins oméga sur c carré fois e. Et là, la structure de l'onde plane se déduit beaucoup plus facilement que lorsqu'on utilise la notation réelle. Eh bien, k vectoriel, k est perpendiculaire à e, ça veut dire que l'onde, on dit que l'onde est transversale électrique, on le note TE. K est perpendiculaire à B, ça veut dire qu'elle est transversale magnétique, donc elle est transversale électrique et magnétique, TEM. Que B est égal à K vectoriel E sur oméga, très important cette relation, utile parce que chaque fois que vous connaissez le champ électrique et on vous demande de déterminer B, il faut penser toujours à cette relation-là. Troisième équation, aussi très utile, chaque fois que vous connaissez le champ électrique, on vous demande de déterminer le champ magnétique, il faut penser à cette relation-là. Enfin, une équation qu'on vous demande toujours de démontrer dans n'importe quel milieu, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion, ou bien l'équation de dispersion, c'est l'équation qui permet de lier K à oméga. Bon, dans le vide, elle est très simple, parce que c'est toujours, comme on l'a dit, termine cette équation de dispersion dans le vide, mais c'est la même méthode dans un milieu généralisé quelconque. Connaissant la forme du champ électrique dans le milieu considéré, connaissant l'équation d'onde, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur. Donc le laplacien, c'est nabla scalaire nabla. Donc on a dit que nabla c'est i fois k, donc ik scalaire, ik c'est moins k carré, d carré sur dt carré, puisque d sur dt c'est moins i oméga, multiplié par moins i oméga, ça vous donne moins oméga carré. Vous remplacez dans cette équation différentielle, et ça vous donne moins k carré fois e,
plus oméga carré sur c carré fois E égale à 0, ça veut dire K carré égale oméga carré sur C carré. Et c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion dans le vide. Ça veut dire K est égal à plus ou moins oméga sur C. Donc voilà, on a établi, on a donné une forme à l'onde plane, à la solution de l'onde, de l'équation d'onde, qui est une onde plane progressive monochromatique. On a déterminé sa structure et c'est exactement la même méthode qu'il faut suivre dans n'importe quel milieu généralisé. Donc voilà un résumé de la structure de l'onde. Donc là, c'est la direction de propagation que j'en ai testé pour le moment. Vous voyez que le champ électrique, il est toujours perpendiculaire à la direction de propagation. À chaque instant, le champ magnétique, lui, il est perpendiculaire au champ électrique. Et si vous représentez le champ en fonction de U, c'est la période spatiale. Si vous le représentez en fonction du temps, la période, ce sera une période temporelle T, mais la même structure. Vous voyez que E, B et K forment un trièdre direct. Donc K vectoriel E, ça vous donne B. Donc c'est un trièdre direct. Bien, dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la propagation dans un milieu d'électrique. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo bien sûr, et surtout de la partager avec vos amis pour que l'information profite un maximum d'étudiants. Bon courage et à très bientôt dans l'étude de la propagation des ondes dans un milieu électrique.